Et c'est parti pour nos sessions en direct. Trop souvent négligé au quotidien, le muscle n'est pas un simple exécutant, c'est l'allié direct du cerveau, capable d'aider à prévenir certaines maladies neurodégénératives. Et pour en parler, c'est un grand honneur d'avoir aujourd'hui avec nous Stéphane Diagana. Alors, vous vous souvenez sans doute de ses exploits lors des championnats du monde d'Athènes en 1997, lorsqu'il devint le second athlète français, après Marie-Josée Pérec, à obtenir un titre de champion du monde d'athlétisme. Il me semble que c'était en 400 mètres haies, je ne dis pas de bêtises, Stéphane. Aujourd'hui, il est parmi nous en tant que conférencier sportif pour défendre l'importance de la pratique sportive à l'heure où les salles de sport sont sur le point de rouvrir. Merci de lui réserver un bel accueil. On va voir si cette salle résonne bien. On va vous écouter. Merci, bravo. Le public niçois ne déçoit jamais. C'est à vous, Stéphane. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre accueil. Effectivement, quand j'ai été sollicité pour venir intervenir à Neuroplanète, parler du cerveau, on avait imaginé avec l'organisation un sujet autour du dépassement, de l'engagement. Et puis ça c'est un petit peu loin maintenant chez moi, même si je m'engage toujours dans mes défis sportifs. Mais depuis de nombreuses années, j'ai appris à découvrir l'intérêt de l'activité physique. Et une fois de plus, je vais parler de sport de temps en temps, mais l'enjeu c'est bien l'activité physique pour nous tous, pour toutes et tous, dont je vais parler maintenant, parce que à la fin de ma carrière sportive, j'ai été sollicité par des sociétés savantes, des sociétés telles que la Société française de cardiologie également, des associations de patients fibromyalgiques, de patients diabétiques. Et à chaque fois, c'était pour venir soutenir des prises de parole auprès de patients, pour les encourager à augmenter leur niveau d'activité physique. Et je m'y suis intéressé d'un peu plus près. Alors j'ai une formation initiale en biologie, donc j'avais déjà un intérêt pour cette dimension-là. L'athlétisme, le 400 mètres haies, la physiologie de l'effort aussi est important, donc je m'y suis intéressé. Et puis j'ai découvert, en 2008, il y a eu un rapport de l'INSERM qui a fait une méta-analyse. Alors une méta-analyse, c'est on prend plusieurs études, on les compile et on regarde ce que l'on peut en sortir collectivement de l'ensemble de ces études sur l'activité physique et son impact, tant sur le plan préventif que sur le plan thérapeutique. Et déjà en 2008, il y avait énormément de données qui provenaient du monde entier, avec des niveaux de preuves scientifiques très très élevés, qui montraient que, tant sur le plan préventif que thérapeutique, l'activité physique avait un rôle essentiel pour de nombreuses maladies, pour les prévenir et pour les soigner. Et aujourd'hui, voilà, on le sait, c'est de plus en plus, je parle de 2008, mais maintenant il y a de plus en plus d'études qui le démontrent, qui l'expliquent aussi et qui permettent d'en comprendre les mécanismes. Donc je me suis intéressé à ça, je suis porteur d'un projet qui s'appelle le Campus Sport Santé, où l'idée c'est de pouvoir développer ces pratiques à visée préventive, de manière ciblée, de manière individualisée aussi, parce que les hommes et les femmes ne répondent pas de la même façon à différents types d'activités physiques. Ça a été étudié. Les enfants ont des besoins supérieurs aussi à la croissance. Et donc de proposer des activités physiques vraiment avec comme objectif la santé, tant sur le plan préventif que thérapeutique. Donc, l'idée c'est de parcourir un petit peu d'abord cet univers de manière générale et puis de se plonger un peu plus tard sur les liens entre l'activité physique et le cerveau. Donc, alors, je ne sais pas si on avait... Voilà, muscler son corps pour soigner son cerveau, c'est une dimension qui est peut-être étrangère à beaucoup, mais finalement, c'est de la sagesse assez ancienne, puisque anima sana in corpore sano, ça ne date pas d'hier. Et si on se rappelle, je crois que c'était Aristote et le lycée, l'école des péripatéticiens, qui philosophaient en marchant. Donc, sans doute qu'eux avaient déjà ressenti les effets, les bienfaits de l'activité physique sur la réflexion et sur les fonctions cognitives. Alors, si on regarde l'activité physique au quotidien, son évolution, alors j'ai pris moins 300 000 ans parce que c'est le plus vieux fossile d'Homo sapiens qu'on ait retrouvé, donc c'est à peu près le début d'Homo sapiens, peut-être moins 400 000, on ne sait pas, mais bon, à peu près ça. Moins 10 000 ans, c'est une date, je vous dirai pourquoi, mais sans doute certains le savent, et puis 2021 aujourd'hui, et puis la quantité d'activité physique quotidienne. Donc, la première époque, ça a été l'époque du paléolithique, donc pendant des dizaines de milliers d'années, on a évolué avec le même mode de vie, chasseur-cueilleur. Et à cette époque-là, on estime qu'on faisait à peu près 16 km par jour. Les recherches qui ont été faites sur l'homme de cette époque montrent qu'on était un très très bon chasseur. On chassait à l'épuisement. Donc on avait des capacités d'endurance, des capacités de mobilisation d'oxygène. Aujourd'hui, pour un sportif, on parle de VO2 max, c'est sa cylindrée cardio-respiratoire, qui était très élevée. Et d'ailleurs, on retrouve ça chez les enfants, qui sont des formidables usines de production
d'énergie sur le système aérobie qui mobilise l'oxygène. Et malheureusement, si on ne l'entretient pas, ça se perd au fil des âges. Mais les enfants sont très très doués pour ça. On dit qu'un enfant, à la naissance, il a les capacités d'un coureur de 10 000 qui fait 32 au 10 000 à peu près. Si on rapporte à son poids, sa capacité à mobiliser de l'oxygène, 32, 33 au 10 000, ça court déjà pas mal. Et après, ce sont des limites mécaniques qui ne lui permettent pas d'exprimer ce potentiel. Donc pendant longtemps, on a disposé de ça et on l'a utilisé en marchant 16 km par jour. Et puis, il y a eu une première révolution, ça a été le néolithique, et puis donc l'arrivée de l'élevage et bien sûr de l'agriculture. Donc là, ça a commencé à nous sédentariser un peu, on a moins bougé. Alors bon, à l'époque, on utilisait quand même des outils pour la terre, et donc ça n'a pas eu l'impact très très important que les révolutions suivantes que l'on va voir, puisque derrière, il y a eu la révolution industrielle, cette fois-ci, qui a mécanisé nos transports, a mécanisé les points de production agricoles et donc a réduit encore notre activité physique. Et puis la dernière que l'on connaît, c'est la révolution numérique. Alors finalement, on se dit tout ça, c'est fait, qui bien sûr nous sédentarise un petit peu plus. On se dit tout ça, ça s'est fait sur un temps long, 300 000 ans, c'est long. Mais l'essentiel, on le voit, c'est fait sur les 10 000 dernières années. Et là, ça a été très très violent en fait, parce que si on regarde la plus grosse partie, c'est avec la révolution industrielle que les choses sont passées. Et ça, c'est il y a à peine 200 ans. Et donc, on a divisé par 8 notre niveau d'activité physique. Et aujourd'hui, on commence à comprendre que finalement, c'est pas une bonne chose, parce que c'est pas du tout adapté par rapport à ce que nous sommes au départ, au fait que nous avons été... nous sommes faits pour le mouvement, ça c'est une évidence pour tout le monde, et on est très bien designé pour le mouvement, avec la main, avec les membres que l'on a vraiment des qualités pour ça. Mais on a été fait par le mouvement aussi. On a été construit autour du mouvement, et beaucoup de nos fonctions sont régulées par le mouvement. Et quand on s'arrête de bouger, ça pose pas mal de problèmes de santé. Donc si on regarde les dernières évolutions, alors à gauche ça représente le click and drive. On clique, c'est pas beaucoup de dépenses énergétiques, on conduit sa voiture, pas grand chose. Puis parfois on va même pas descendre pour charger, on va appuyer sur un petit bouton pour ouvrir le coffre, parce qu'il ne faut pas se fatiguer. Puis le coffre s'ouvre et puis c'est quelqu'un qui va venir charger la voiture. Alors la publicité du milieu elle est sympa, c'est pour les nouvelles tondeuses, vous savez, en robot. Alors en alternative, on aurait pu imaginer que le temps gagné soit passé pour, du tapis roulant, de la marche, ou non, c'est le hamac. Donc là encore, c'est une perte d'activité physique. Il y a des études qui ont montré que tondre la pelouse avec une tondeuse manuelle, je ne parle même pas à l'époque où dans certains pays on taille avec des bois très affûtés ou à la faux, avec une tondeuse manuelle, c'est équivalent à la dépense énergétique d'un 9 trous au golf. Donc vous avez le choix le dimanche, soit tondre la pelouse 50 minutes, soit le 9 trous au golf, c'est un peu plus long, mais on arrive à peu près à la même dépense énergétique. Mais tout ça pour vous dire que voilà, c'est la dépense énergétique perdue. Et puis bien sûr, il y a plus longtemps, l'apparition de l'escalator, de l'ascenseur. Donc on a une perte petite, parfois minime comme ça, mais insidieuse et continue de notre niveau d'activité physique. Et ça, on le verra, c'est pas sans conséquence. Donc dans la vie de tous les jours, en fait, il faut réfléchir en termes de reconquête. Où est-ce que je peux reconquérir de l'activité physique ? Et en fait, il y a 4 temps principaux dans la vie. Il y a les temps de transport. Donc voilà, quelles alternatives, comment je peux faire pour regagner un petit peu d'activité physique dans mes temps de transport ? Le temps de travail, alors avec des métiers très sédentaires, c'est pas toujours facile, mais on se déplace quand même d'un bureau à un autre. Comment j'y vais ? Est-ce que je prends l'ascenseur dès que je vais voir un collègue qui est 2 étages au-dessus, ou est-ce que je prends les escaliers ? Tout ça, ça va être de la reconquête. Le temps de travail, le temps de, des tâches domestiques. Alors c'est sûr qu'aller faire ses courses, c'est pas très sympa, mais entre le drive et aller faire ses courses au supermarché, je n'aime pas ça, je suis comme tout le monde, j'aime pas ça, mais il faut avoir conscience que c'est 800 mètres à 1500 mètres de marche de perdu. Dans les rayons, la voiture qui est garée au parking, on y va, et tout ça, on le perd petit à petit, et bien sûr dans les temps de loisirs, où là, si on peut avoir des loisirs actifs, de la marche, une fois de plus, c'est pas du sport. Le sport, c'est très bien, j'ai pas moi qui vais dire le contraire, mais ça peut être de la marche, ça peut être du jardinage, et il faut un petit peu d'intensité. Donc le jardinage, c'est bien, mais c'est vrai qu'associé à ça, de temps en temps, de la marche active, un petit peu plus rapide, avec un petit peu d'essoufflement, il y a des bénéfices supérieurs. Ça veut dire que les recommandations classiques de l'OMS des 10 000 pas en marche active, c'est toujours valable ? Oui, c'est 10 000 pas, en fait. Alors ça a été 6 000 au départ, 10 000 c'est plus rond. Mais en fait,
Ça permet déjà de limiter, mais il faut le faire de manière assez active si on veut en tirer le maximum de bénéfices. Pas s'essouffler à ne pas pouvoir parler, mais un petit essoufflement, on sait qu'il y a il y a des logiques de dose-réponse, et l'intensité est un paramètre important, la quantité bien sûr, mais l'intensité est aussi un paramètre important pour tirer des bénéfices santé qui sont très nombreux et variés. Donc c'est plus vrai peut-être pour un bénéfice santé, c'est peut-être moins vrai pour d'autres, mais de manière générale, c'est quand même assez bien démontré. Alors, l'intérêt, le manque d'activité physique, les conséquences sur les capacités motrices, hein, alors je ne sais pas si on voit bien, mais la sarcopénie, c'est la fonte musculaire, qui est logique avec le vieillissement, mais qui est accélérée si on ne se sert pas du muscle. L'organisme, il est assez bête, hein, dès qu'on ne sollicite pas une fonction, eh bien, elle va se dégrader, et donc il va y avoir une accélération de la fonte musculaire si on ne marche pas, si on n'est pas actif, avec des problèmes bien sûr d'arrivée de la dépendance beaucoup plus tôt. Ensuite, des douleurs lombaires. Donc, même si vous êtes au bureau, le assis debout, c'est pas mal parce que quand on est debout comme ça, la posture lombaire est bien meilleure pour renforcer les muscles paravertébraux. Et enfin, on a une assurance maladie qui communique sur ce sujet-là, de dire voilà, marchez, soyez debout, le mouvement, c'est aussi une façon de soigner son dos. Les troubles de l'équilibre, je vais essayer d'aller vite parce qu'il y a pas mal de choses. Arthrose et ostéoporose. Là aussi, c'est bien étudié, l'action de l'activité physique sur les cartilages. Les dysfonctionnements métaboliques avec la prise de poids. Hein, donc, l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. C'est votre masse divisée par votre taille au carré en mètres. Donc, si vous êtes entre 25 et 30, vous êtes en surpoids. Si vous êtes à plus de 30, vous êtes en obésité. Si vous êtes à plus de 40, en obésité morbide, là, avec des conséquences très graves. Et donc, on sait très bien que le manque d'activité physique va entraîner une sorte d'inflammation systémique, chronique, qui est un terrain très favorable à beaucoup de maladies. Donc quand il y a ce terrain-là, toutes les maladies chroniques ont un lien, en tout cas sont liées à un développement, à une installation d'une inflammation chronique. Et donc quand vous avez un tissu adipeux développé notamment sur la ceinture abdominale, ces adipocytes vont générer une inflammation chronique qui va faire le lit de diabète et d'autres maladies qui vont s'installer derrière. Maladie rénale, hypertension, ça aussi ça a été étudié. Alors, les capacités de fonction cardio-respiratoire, bien évidemment, hein, plus on se sert de ces capacités-là, plus elles vont s'entretenir. Mais à l'inverse, on va développer des maladies chroniques respiratoires, des maladies cardiovasculaires. Il y a un lien aussi avec l'apnée du sommeil, si on n'est pas assez actif physiquement. Alors, les capacités cognitives et les fonctions cérébrales, c'est ce qui nous intéresse le plus. Hein. Donc, le risque d'accident vasculaire cérébral est majoré. On va expliquer pourquoi. On commence à comprendre maintenant des phénomènes. La dépression et le stress. Donc, beaucoup de gens se disent tiens, moi, ça me fait du bien d'aller m'aérer, d'aller marcher, d'aller randonner, d'aller courir. Parce que, oui, il y a un impact très réel. On l'expliquera aussi tout à l'heure. Et puis, sur les maladies neurodégénératives telles qu'Alzheimer et sur les démences, il y a là aussi un intérêt d'une pratique de l'activité physique et malheureusement un risque aggravé quand on est sédentaire et pas assez actif physiquement. Sédentaire, trop sédentaire, ça veut dire qu'on passe plus de 7 heures par jour dans la phase éveillée avec une dépense calorique qui est à peu près celle que vous avez en ce moment, que j'ai en ce moment, qui est la dépense presque le métabolisme basal, à peine plus. Donc ça, il faut essayer d'éviter d'être à ces 7 heures, et on y est largement et beaucoup plus. Et après, il y a une deuxième dans les recommandations de l'OMS, il y a l'activité physique, l'inactivité physique. C'est qu'on est inactif physiquement ou pas assez actif physiquement quand on ne fait pas, pour les adultes, 30 minutes d'activité physique par jour, 5 fois par semaine, un minimum. Et pour les enfants, c'est 1 heure par jour, tous les jours. S'ils ne sont pas dans ces recommandations-là, ils sont inactifs physiquement et ils ont des risques. Et en fait, il y a des risques qui sont liés à la sédentarité, indépendamment des risques qui sont liés à l'inactivité physique. C'est-à-dire qu'on peut être très actif physiquement, faire son footing tous les jours, 1 heure même, mais avoir 9 heures entre la voiture, le temps assis au travail, le temps assis pendant les repas, 9 heures assis, et on va quand même avoir quelques risques, bien sûr, qui vont être un petit peu compensés par l'activité physique, mais quelques risques. Donc la phase assise, il faut l'interrompre le plus, donc au bureau, s'organiser pour se lever. Alors j'ai un conseil, souvent on ne s'hydrate pas assez. Donc si vous vous hydratez, à un moment, vous vous lèverez. Donc voilà, c'est juste un petit conseil pratique. On n'y échappe pas. À un moment, on va se lever, on va marcher un peu. Et l'interruption de la phase assise toutes les heures et demie ou toutes les 2 heures, ne serait-ce que quelques minutes, a déjà un bénéfice sur le plan du risque cardiovasculaire. Voilà. Alors, maintenant que j'ai dit ça, l'activité physique et le cerveau.
Alors oui, donc les risques, j'ai pas fini, pardon. Alors là, on voit un marathonien à gauche qui s'appelle Ed Whitlock, qui a couru le marathon en moins de 4 heures à 85 ans. Donc qui a découvert à 40 ans l'activité physique, le sport, et qui s'y est mis, et qui a réussi à courir un marathon. Et là, c'est un finisher à côté indien qui avait plus de 100 ans, qui avait fini un marathon. Donc on peut toute sa vie pratiquer, et on en tire les bénéfices, même quand on s'y remet à tous les âges. Donc il n'y a pas ni pour les hommes ni pour les femmes, on en tire les bénéfices de l'entraînement, du réentraînement ou de l'activité physique à tous les âges. Et au contraire, si on n'est pas assez actif, le risque d'isolement, de dépendance, perte de qualité de vie est majoré et arrive plus tôt qu'il ne le devrait par rapport à un vieillissement naturel. Donc il faut bien comprendre que le manque d'activité physique accélère le vieillissement. Il faut bien comprendre qu'on vieillit plus par ce que l'on fait de ces années que par les années qui passent elles-mêmes, tant sur le plan de l'approche nutritionnelle que sur, bien sûr, la qualité de vie et l'environnement, et un facteur sur lequel on peut jouer assez facilement, qui est l'activité physique. Donc le vieillissement, c'est une fatalité en soi, mais la vitesse du vieillissement n'est pas une fatalité en soi, et on a énormément de capacité de contrôle sur cette dimension-là. Alors, l'activité physique et votre cerveau. Bon, monsieur a l'air d'en douter, c'est un joueur d'échecs, bon, on peut le comprendre. Pourtant, je vais vous le présenter, ce monsieur, c'est Magnus Carlsen. Magnus Carlsen, il est norvégien, il a été 5 fois champion du monde d'échecs, consécutivement, et il est le tenant du titre. Donc 5 titres. Très très jeune, il a commencé les échecs. Mais dans une interview du Wall Street Journal de 2016, il dit quand je cours, je peux mieux travailler sur mes stratégies de jeu. Et puis il dit une bonne alimentation, une bonne condition physique sont cruciales pour les échecs à très haut niveau aujourd'hui, pour moi comme pour les sportifs de haut niveau. Et il détaille un petit peu son programme. Alors quand il est à la maison, c'est un joueur de foot passionné, il est dans un club de soccer, il fait les matchs tous les week-ends, il fait du yoga 2 à 3 fois par semaine à raison de 90 minutes, football 1 à 2 fois par semaine à raison de 60 minutes, et puis il a les matchs le week-end. Donc, on peut dire que c'est quand même un niveau d'activité physique qui coche pas mal de cases par rapport aux recommandations. Et quand il est en déplacement, il va sur les tapis roulants de son hôtel. Il court 30 à 60 minutes avec de l'intervalle training, des phases lentes et des phases un petit peu plus rapides, du yoga 20 minutes aussi, et puis parfois avec certains collègues avec qui il est en tournoi, il s'organise des petits matchs de basket, du football à faible intensité pour quand même pas être trop fatigué ensuite dans son travail. Donc c'est une bonne illustration de quelqu'un qui a compris à quel point, qui a fait ce lien entre l'activité physique et les capacités cognitives. Et si on regarde ce que nous dit la science, c'est qu'on voit que tout d'abord, l'activité physique va favoriser l'angiogénèse dans le cerveau. C'est le développement de capillaires sanguins, de tout petits vaisseaux, mais c'est le début de tout. Parce que s'il n'y a pas de vaisseaux près des neurones, s'il y a près de certaines petites cellules qui ont des formes d'étoiles, qui s'appellent des astrocytes, qui amènent aussi, qui stockent l'énergie pour les neurones ne peuvent pas travailler correctement. Et pour ça, il faut les nourrir. Et ces nutriments, ça passe toujours par le sang. Donc si vous vascularisez mieux des zones qui sont clés, on va en parler, certaines, l'hippocampe, l'hypothalamus, le cortex préfrontal, vous avez plus de chances que tout se passe bien. Donc l'angiogénèse, c'est plus de vascularisation, c'est plus d'oxygène, et le cerveau fonctionne essentiellement sur le métabolisme aérobie dont je parlais tout à l'heure. Quand il fonctionne sur un autre système, qui est le système anaérobie lactique, que j'utilisais quand j'étais coureur de 400 mètres, que la cellule musculaire sait très bien faire fonctionner, c'est en général très mauvais signe parce qu'il y a eu un accident vasculaire cérébral, donc une ischémie, un manque d'oxygène, et en relais, pour faire survivre la cellule, il met en place ce système de défense et de survie. Donc plus d'oxygène, plus de facteurs nutritionnels, de facteurs trophiques, qui vont lui permettre de se développer et de développer des neurones. Et puis, après, donc ça c'est sur le plan un peu physiologique, je dirais métabolique du fonctionnement. Et puis sur le plan mécanique, on constate que les vaisseaux, dans ces zones, quand une activité physique est suffisante, les vaisseaux, il y a moins de tortuosité artérielle, c'est-à-dire qu'ils sont moins coudés. Quand on imagine sur des veines, les varices, avec tout, forcément on imagine que ça circule un peu moins bien que dans un tuyau qui est tout droit. C'est de la thermodynamique, ça s'écoule moins, le cœur fait plus de travail, plus d'efforts, et il y a plus de risques d'accident et de surpression pour les vaisseaux. Donc, le risque d'AVC est augmenté. Et en plus, ce qui a été étudié, c'est que la compliance artérielle, c'est-à-dire si vous augmentez le volume artériel,
les vaisseaux vont plus se dilater, vont être plus souples. Et des vaisseaux plus souples, c'est des vaisseaux qui répondent mieux à un petit stress ou à une surcharge à un moment en termes d'hypertension et qui vont éviter justement l'accident vasculaire cérébral. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal d'intérêt sur ce plan-là. Ensuite, l'angiogénèse, si elle amène des facteurs de nutriments, on a une facilitation de la neurogénèse, donc plus de neurones, et puis de la synaptogénèse, plus de synapses, plus de connexions entre les neurones. Et plus on va connecter les neurones, plus on va maintenir ses capacités à exécuter, dans les fonctions exécutives, à exécuter des gestes complexes. C'est cette perte de neurones et cette perte de synapses qui va entraîner une dégénérescence sur le plan neuro et qui va poser des problèmes de type maladie neurodégénérative dont je parlais tout à l'heure, Alzheimer et démence. Donc plus de synapses. Alors on appelle ça la potentialisation à long terme, c'est-à-dire que ces synapses vont être plus efficaces dans la transmission du signal aussi. Donc tout ça c'est assez étudié, je ne vous donne pas toutes les références, mais si ça vous intéresse, vous pourrez faire des recherches et vous verrez que la science avance énormément sur ce plan-là. Et donc le résultat, c'est l'amélioration des fonctions cognitives, le maintien des fonctions cognitives, bénéfice pour la mémoire et l'apprentissage. Donc on se rend compte que l'activité physique, on se disait pour prévenir la dégénérescence cérébrale, il faut faire des mots croisés. Finalement, c'est pas si simple que ça. Et l'activité physique a un rôle, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que le muscle n'était pas un simple effecteur qui reçoit une commande nerveuse et qui agit. C'est beaucoup plus que ça. Il a aujourd'hui le rôle, une fonction endocrine, comme des organes qui vont sécréter des hormones et qui vont réguler son propre fonctionnement, qui va réguler le fonctionnement de tissus voisins et qui va réguler le fonctionnement de tissus très éloignés, tels que le cerveau, pour lui permettre de fonctionner normalement. Donc il y a vraiment ce lien entre le corps et l'esprit qui est aujourd'hui démontré, et beaucoup de dysfonctionnements, comme on le dit, sont des maladies de civilisation, et dans notre problème de civilisation, il y a le manque de mouvement. Donc la reconquête du mouvement, elle est vraiment essentielle pour son cerveau et pour sa santé de manière générale. Alors je vais finir par un petit article, je ne sais pas si c'est bien lisible, qui est paru il n'y a pas longtemps dans Le Monde, dans la rubrique Sciences et Médecine, une expérience qui a été faite à l'université de Genève, une étude qui a été faite à l'université de Genève et qui montre bien ça. On a étudié 200 enfants scolarisés de 8 à 12 ans. On a évalué individuellement leur capacité cardio-respiratoire. Donc c'est un petit test où il y a des plots qui sont espacés de 20 mètres et on regarde leur capacité à aller d'un plot à l'autre en accélérant le rythme au fur et à mesure pour voir leur capacité cardio-respiratoire. À côté de ça, on a fait 3 évaluations de fonctions exécutives, donc qui font partie des fonctions cognitives. La mémoire de travail, donc ça c'est celle que vous utilisez quand vous faites du calcul mental. Donc l'exercice par exemple, c'était de leur donner une série de nombres, qu'ils la retiennent et qu'ils puissent la dire dans le sens inverse, le plus vite possible, sans faire d'erreur. L'inhibition, donc ça c'est la capacité à faire abstraction de choses qui vont vous perturber. Donc il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent, mais vous êtes capable de vous tenir à votre tâche et à l'exécuter de manière très efficace, malgré des signaux qui viennent perturber votre attention. Et puis la troisième, c'est la flexibilité cognitive, c'est la capacité à passer de manière efficace d'une tâche à une autre. Calcul mental à une autre tâche qui recrute d'autres aptitudes. Eh bien, en fait, les chercheurs ont noté une très forte... Derrière, il y a une collecte des bulletins de notes en fin d'année, en français et en mathématiques. Alors en français, sur deux dimensions. Il y avait la dimension compréhension écrite et expression écrite, et la dimension orthographe et grammaire. Et puis en mathématiques. Et en fait, il y a une corrélation entre la capacité cardio-respiratoire, très établie, et le français pour la partie orthographe et grammaire, la maîtrise de la grammaire et de l'orthographe, pas sur la partie compréhension et expression, et une corrélation très forte aussi entre cette capacité cardio-respiratoire et les mathématiques. Et tout ça, ça se fait via l'amélioration des fonctions exécutives, comme on en a parlé. Donc, tant par la pratique que les expérimentations personnelles, que par la science aujourd'hui, que par des études de cette voie-là, on commence mieux à comprendre les liens entre l'activité physique et notre santé mentale. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. On a peut-être un petit peu de temps pour des questions-réponses. Oui, on a des questions pour des questions-réponses. Je vous remercie de votre attention. Bravo, Stéphane Diagana. Merci pour cette masterclass.
Qui est le courageux ou la courageuse qui se lance? Voilà, il n'y a que le premier pas qui coûte. Madame, allez-y. Bonjour, merci beaucoup pour ce très intéressant sujet. Et je voulais savoir, que faites-vous en fait de l'addiction qu'on peut ressentir aussi au niveau quand on fait beaucoup de sport et qui fait que justement, qu'on va sécréter plus de dopamine, etc. Que pensez-vous de ça? Oui, c'est démontré. C'est le circuit de la dopamine, c'est le circuit de la récompense. Il y a aussi la sérotonine que l'on comment dire, sécrète beaucoup au niveau du cerveau avec l'activité physique, qui régule les humeurs pour la sérotonine. Donc oui, et c'est pour ça qu'on a envie d'y retourner. Donc, mais à la différence d'une addiction, elle n'est pas délétère parce qu'elle, en général, pour la plupart, il y a des excès aussi. Et il y a des gens qui se font sevrer d'excès de pratiques sportives, mais c'est marginal. Et avant de tomber là, faut vraiment s'y mettre beaucoup. On est tous, même moi, assez loin de ça, je pense. Donc oui, c'est le même phénomène. Et d'ailleurs, on étudie de près ça parce qu'on comprend que la dopamine, c'est un neurotransmetteur, donc qui permet, via les synapses, de communiquer entre les neurones. Mais on a découvert il y a peu qu'elle avait une fonction de régulation épigénétique aussi. Et avec cette découverte, on commence à comprendre aussi comment on peut aborder le traitement des addictions, notamment dans la phase de sevrage où il y a des rebonds, où là c'est très très difficile. Et il y a des expériences qui montrent l'intérêt de la reprise de l'activité physique. Et si vous allez sur les sites qui traitent de la désaccoutumance à la drogue, vous verrez toujours, et vous tapez Physical Activity, parce qu'il y a plus de publications en anglais, ou vous tapez en français activité physique et sevrage, alors pour le tabac je ne sais pas, mais en tout cas cocaïne ou autre, il y a énormément de choses qui montrent que pour les enfants, pour les adultes, des programmes qui sont mis en place avec de l'activité physique sont plus efficaces. On a une question de ce côté, madame. Oui, Monsieur Diagana, bonjour. Magali Esposito. Je travaille sur les transformations de sites, notamment dans les grandes métropoles, qui permettent de transformer des sites comme des friches industrielles, des casernes militaires, des parcs d'aéroports, pour en faire des lieux de vie où on va prendre plaisir à travailler, à s'amuser et donc à faire du sport. Vous avez parlé du campus sport et santé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît ? Oui, donc je porte avec mon épouse qui est intervenue tout à l'heure en atelier et qui dirige une structure qui s'appelle Azur Sport Santé, donc toujours sur la même thématique, un projet de campus sport santé. L'objectif, c'est d'accueillir en un même lieu des gens qui sont déjà très actifs, passionnés de sport et qui ont envie de transmettre cette envie de pratiquer, cet enthousiasme, et qui ont besoin aussi parfois d'accompagnement sur le plan de la nutrition et sur le plan médical pour sécuriser leur pratique, parce qu'il y a aussi des gens qui s'y mettent tardivement et pas forcément de la bonne façon et qui risquent d'arrêter à un moment. Donc l'idée, c'est de réunir des compétences pour ces personnes sur ce lieu, mais aussi pour des personnes qui veulent se remettre à l'activité physique et qui ont parfois 15-20 ans de sédentarité derrière elles, qui n'ont pas forcément de facteurs de risque déclarés, ou alors quelques légers. Et puis également des gens qui ont, eux, malheureusement déjà basculé dans la pathologie, et pathologies pour lesquelles l'activité physique adaptée, bien sûr, a un intérêt thérapeutique qui doit être intégré dans le parcours de soins du patient. Et donc là, on est dans ce qu'on appelle aujourd'hui le sport sur ordonnance, dans cette logique de sport thérapeutique. Et pour moi, il n'y a pas de raison de séparer ces publics, parce que c'est à chacun son challenge, finalement, que ce soit pour faire l'Ironman ici, à Nice, ou reprendre son activité physique de manière régulière et durable. Quand on a 15 à 20 ans de sédentarité derrière soi, ça mérite d'être accompagné, d'être coaché, d'être encouragé, d'être valorisé aussi, parce que c'est un très beau challenge de sortir de 15 ans ou 20 ans de sédentarité. Et pour moi, il y a autant d'intérêt, autant de mérite à réussir ce challenge que de réussir un Ironman. Donc voilà ce que l'on envisage de faire. Et donc il faut des compétences médicales, des compétences activité physique, des compétences en nutrition, des compétences en psychologie du comportement, puisqu'il s'agit bien de modifier des comportements dans certains cas. Et l'idée, c'est d'avoir cette interdisciplinarité pour prendre en charge du mieux possible et dans la durée, puisque la limite de la prise en charge actuelle, c'est qu'elle prend bien en charge la phase aiguë sur certains problèmes, on va dire des problèmes cardiovasculaires. Il y a une phase 2 en réhabilitation cardiaque dans des centres de soins de suite.
Mais après, on dit, monsieur, madame, voilà, vous avez eu 2 stents qui ont été posés au niveau de vos coronaires, on a fait la réhabilitation cardiaque pendant 3 semaines, maintenant il faut continuer. Mais quelqu'un qui a 15 à 20 ans de sédentarité derrière elle, on sait très bien que dans son environnement, si elle ne trouve pas des ressources, elle ne va pas pouvoir continuer. Parce que, et moi je me mets à sa place, vous avez un accident grave sur le plan cardiaque, on vous dit qu'il faut faire du sport. Mais à côté de ça, avec qui, comment ? Si je le fais tout seul et qu'il m'arrive quelque chose, j'ai peur. Si je vais dans un cours de Zumba et que je dis rien, je vais peut-être me mettre en risque. Si je dis quelque chose, on va peut-être me mettre sur le côté. Donc c'est très compliqué. Donc l'idée, c'est vraiment de développer des protocoles et puis après de les exporter hors du campus pour les rendre accessibles à des gens qui seront plus loin et sur des infrastructures municipales, pourquoi pas. On a très rapidement, parce qu'on est en train évidemment classiquement d'exploser les temps, une question du jeune homme devant, à laquelle vous pourrez aussi répondre rapidement, Stéphane. Stéphane Diagana, vous avez cité Aristote et l'école des péripatéticiens. On a envie de vous prendre au mot. Est-ce qu'il faut instaurer une école, des classes en marchant ? Est-ce qu'après les classes vertes, il faut mettre en place des classes marchantes ? Est-ce qu'on peut faire l'école en marchant ? Je ne suis pas enseignant et je ne suis pas spécialiste en pédagogie. En tout cas, si c'est possible, sur certaines matières, il ne faut surtout pas s'en priver. Parce que c'est une catastrophe ce qu'on prépare aujourd'hui avec l'évolution et la dernière évolution numérique qui touche quand même assez fortement les enfants. Si on ne se saisit pas de toutes les opportunités et qu'on ne modifie pas, les façons de faire, vous savez, rapidement, je fais très rapidement, le diabète de type 2, normalement, c'est quelque chose qui s'installe après 40 ans dans la durée. Les États-Unis sont en avance sur nous pour beaucoup de choses, pour le meilleur et pour le pire parfois. Le premier enfant diabétique, le plus jeune enfant diabétique qu'on ait trouvé, c'est à 3 ans. Je ne parle pas de prédiabète, je parle de diabète avec donc un taux de sucre circulant à plus de 1,26 g par litre. Et donc, c'est ça qui nous attend. Le prédiabète à 7 ans, à 11 ans, c'est monnaie courante aux États-Unis. Nos systèmes de santé ne pourront pas y survivre. Et les individus vont souffrir très fortement de ça, les familles vont être touchées très fortement. Donc oui, c'est une urgence et si c'est possible, oui, bien sûr. On va le proposer à Blanquer. Ça marche. Merci beaucoup Stéphane Diagana, on vous applaudit à nouveau. Merci encore d'avoir été parmi nous. On fait quelques minutes de pause très rapidement et on passe à notre 3e session. À tout de suite.